Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la terrasse. L'été s'est fait tirer l'oreille, mais il est là. Aujourd'hui, sur notre barbecue de la cuisine extrême où on va manger tortues, kangourous, alligators et larves. Et pour les moins téméraires, les Festi Week-end à Laval, c'est pour vous. On vous dira ce qu'ils nous réserve. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui adorent la cuisine, les fêtes gourmandes internationales de Laval lancent un appel aux jeunes de 8 à 17 ans. L'été, c'est la saison idéale pour perdre ou pour prendre du poids. On examinera notre tour de taille. OK, je me sens visé. On va aussi visiter une centrale hydroélectrique, celle de la Rivière-des-Prairies, qui est un endroit fascinant et rafraîchissant à visiter. Notre critique de cinéma est allée voir pour nous le film La Purge. A-t-il aimé ou en est ressorti avec un mal de ventre? Et puis, si vous aimez les charcuteries fines, on va visiter une charcuterie artisanale. On parlera des plantes et des fleurs qui attirent plus que le regard. Et puis, on va finir l'émission, comme à l'habitude, avec un cocktail. Il sera très exotique. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Si vos papilles gustatives aiment faire du bungee, vous allez être servi avec les plats préparés par ce service de traiteur. Mathieu Paré de Globe Trotteur, vous faites de la cuisine 100% exotique. Ouais, en fait, on s'amuse avec plusieurs types de viande, puis on essaie de faire découvrir ça de plus en plus aux gens. Puis les gens sont assez curieux pour pouvoir y goûter. Donc, c'est très intéressant. As-tu remarqué qu'il a focusé sur oui, moi? sur toi. Non, mais je sais, Isabelle, que tu as tellement hâte de manger ces différents plats. Aujourd'hui, elle m'a dit j'ai faim. Fait que vous allez préparer quoi, justement, aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ici, on peut voir, c'est le kangourou. Oui. Mais pour débuter le repas, on va commencer par une soupe à la tortue à base de noix de coco. J'aime la noix de coco! Oui. J'aime la noix de coco! Mais tu salives, hein, juste à l'idée de manger une soupe de tortue. Mais c'est des tortues qui viennent d'ici, ça? Non, c'est une tortue qui vient aussi de la Nouvelle-Orléans. En fait, c'est chassé en Nouvelle-Orléans. C'est des tortues qui nous arrivent ici à peu près de 2 livres à 5 livres. Là. Puis ça, c'est vous qui préparez Ouais, ça? on fait mijoter ça pendant quelques heures, 5-6 heures environ. Puis il faut la décortiquer, puis ensuite on met ça dans la soupe. Ça, c'est de la viande rouge de kangourou. Exact. C'est une viande qui s'apparente un peu au cerf. Ça goûte pas le cerf vraiment, mais c'est un peu sensiblement le même truc. C'est un peu leur cerf en Australie. C'est une viande rouge et très bonne au goût. C'est tendre? Oui, c'est ça. C'est super tendre. C'est une viande très maigre aussi. Là. Ah, tellement hâte, là, encore. Aussi, l'alligator, vous allez nous préparer. Mais pas, ça, on fait pas ça sur le barbecue, Il y a un l'alligator. écureuil qui passe, là, si jamais ça vous tente. Pourquoi pas en dessert? Oui, l'alligator, on l'a préparé en wrap. On l'a fait rôtir, si vous voulez, à la poêle, puis on a mis ça à l'intérieur d'un wrap. Là. Puis ça vient d'où, ça? L'alligator aussi vient de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. C'est chassé dans les bayous, dans ces coins-là. C'est une viande blanche, hein? C'est une viande qui ressemble un peu à du poisson. En fait, moi, je le compare un peu à la texture. Ça ressemble un peu à du poisson, mais c'est vraiment, ça goûte plus le reptile que je dis, là, souvent. Le reptile, ça goûte. Ben c'est ça, en fait, le reptile. Tout goût du poulet. Tu vas voir, là, tout est du poulet. Mais c'est très bon dans la bouche. On peut dire que ça ressemble à... Ça se complique dans l'estomac, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il faut juste avoir un petit peu de courage pour en manger. En parlant de courage, le dessert, ça a l'air que ça va nous en prendre, parce que là, c'est avec des insectes. Ouais, le dessert, on va servir sur une crème glacée. Ah, ça, elle aime ça. Ouais, c'est ça. Fait que déjà, ça va diminuer un peu les... En tout cas, ça va diminuer un peu... L'effet choc. L'effet choc. Donc, c'est une larve de ténébrion qu'on va être servi sur une crème à la glace. Bon. Puis là, tu vas commencer à nous cuire ça, parce que tout à l'heure... On a des beaux légumes, hein. Il y a des champignons, Oui, des poivrons. Tout est d'ici, champignons, poivrons. Oui, c'est ça. En fait, à part la viande... ça, on va préparer un Skippy Burger avec la vraie viande de kangourou. L'as-tu déjà regardé, toi, Skippy, quand tu étais jeune? Oui, j'ai à peu près ton âge. OK. Et donc, tu n'as pas de problème avec ça? Non, ça va bien. Moi, dans ma tête, là, quand tu cuis ça, là, ça fait... Moi, si ça fait ça dans ma tête, la fin de l'émission, on va pas s'y rendre. OK. Ça se cuit comme du steak. Oui, en fait, on essaie de le servir assez saignant quand même. Là. Parce que si on fait trop cuire, c'est sûr moins agréable en bouche. Là. OK. Est-ce que tu l'as fait mariner? Oui, je pense que oui. On marine un petit peu dans l'huile, jus de citron, herbes salées de la Gaspésie,
gingembre. C'est une marinade minute qu'on appelle. C'est tranquille comme marinade. Fait que ça donne juste ça l'aide à la cuisson, en fait. Là. Et vous êtes un service de traiteur, donc vous vous déplacez un peu partout, les mariages, les gros événements. Oui, c'est ça. En fait, on s'arrange pour vous satisfaire dans n'importe quel genre d'événement. On a un chef qui peut aller à votre domicile. On peut faire des événements plus gros. Puis aussi, on fait plusieurs festivals l'été. Et vous cuisinez que des viandes exotiques? Oui, bien en fait, c'est sûr que si à ton mariage, il y a certains difficiles, bien on peut s'ajuster. Mais Mon mariage, regarde, bon, moi, je suis déjà marié, mais là, en tout cas, c'est réglé. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez cuisiné de plus exotique parmi toutes ces viandes? Ben, en fait, je pense que ce qui est En fait, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, on cuisine aussi du python, du serpent à sonnette, ces trucs-là. C'est assez exotique. Mais pour moi, une des viandes qui me marque le plus, c'est vraiment... Ça vient du Québec, en fait, c'est le phoque. Pour moi, c'est une viande assez spéciale. C'est une viande qui est très noire. Fait que c'est assez particulier. Juste pour la cuisson, c'est assez particulier aussi. OK. Puis on peut manger de n'importe quoi chez vous? Oui, on en mange. Pas de chien, quand même? Pas de chien, pas encore. Non, OK. Comment pas encore? Ben, OK. Puis là, on va manger ça à la fin de l'émission, là. ouais. OK. Pouvez-vous en garder une bonne Mais il y portion a un pour drink Isabelle? qui vient avec ça, hein? Oui. Oui. Mais il va t'en garder une bonne portion, je lui ai demandé. Nous, on débute toujours par le drink. Oui. Je vais faire honneur à ta cuisine. Je vais OK. Bien, on se retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission pour goûter à tout ça. Comme à toutes les années, du 24 juin au 11 août, se tiendra au Centre de la nature de Laval les Festi Week-end. Bien, en fait, c'est quoi? C'est une panoplie d'activités culturelles et artistiques pour tous, et ce, gratuitement. Pour nous en parler davantage, bien, on reçoit Sébastien. Allô, Sébastien? Bonjour. Tu es allé t'amuser Bonjour. pour nous? Oui, je suis allé consulter la programmation des Festi Week-end. Qu'est-ce que c'est les Festi Week-end? 2 lundis, 6 fins de semaine d'activités, comme tu l'as dit. Très important, c'est gratuit. Oui, on aime ça. Ben Donc, oui, le portefeuille aime ça, du moins. Le portefeuille, tout le monde aime ça. Et puis, Ça en débute fait, le 24 juin, hein? du 24 juin au 11 août, et c'est au Centre de la nature, comme tu l'as dit. Comment ça se passe? C'est qu'il va y avoir plusieurs secteurs au Centre de la nature où il va y avoir des activités. Donc, il va y avoir, par exemple, pour les plus jeunes, un secteur qui s'appelle le Village des Arts. Ça, c'est 8 maisonnettes qui sont transformées en des activités éducatives pour les enfants. En fait, c'est pour leur permettre de les initier au théâtre, comme avec de l'improvisation? Oui. En fait, il y a plusieurs... Dans chaque maisonnette, il va y avoir une thématique différente. Donc, il va y avoir du théâtre, des marionnettes, du bricolage. Et il va y avoir aussi des activités scientifiques données par des organismes tels que le Centre d'interprétation de l'eau, le Musée Armand Frappier, le Cosmodome, qui vont venir offrir des activités dans une des maisonnettes. Et ça, il y en a à tous les jours, en fait. Fait qu'on fait l'éducation des tout-petits tout en s'amusant. Exactement. OK. Donc, le meilleur des deux mondes. Et ça, c'est pour un groupe d'âge restreint? Oui, bien, la section maisonnette, c'est vraiment pour les plus jeunes, je dirais. On a une programmation aussi qui est vraiment pour tous les âges. Donc, à chaque week-end, il va y avoir des activités différentes qui sont regroupées par thématique. Donc, le 24 juin et le 1er juillet, qui sont des journées de fête déjà, il va y avoir des déambulatoires. Donc, vous pouvez venir fêter la fête nationale ou la fête du Canada au Centre de la nature. Il va y avoir de l'animation. Ensuite, commencent vraiment les week-ends à thème. Donc, le 6-7 juillet, il va y avoir le week-end Vive les vacances, où le Centre de la nature se transforme vraiment en un petit paradis du Sud. Il va y avoir des chaises longues, du sable, des parasols. Pour vrai, écoute, c'est ce que je voulais te demander, parce que souvent, j'hésite, moi, d'aller avec les tout-petits dans ce genre d'endroit, parce que des fois, on a du mauvais temps à l'été, mais souvent, on a des périodes de canicule. Au Centre de la nature, est-ce qu'il y a des jeux d'eau? Les enfants peuvent-ils se rafraîchir? Le lac, est-tu baignable? Il se passe quoi, là, à ce moment-là? Oui, je sais qu'il y a des activités qui vont se dérouler vraiment à côté, en proximité du petit lac. Je crois pas que les enfants peuvent se baigner nécessairement dans le lac, mais possibilité qu'il y ait des jeux d'eau, ça, je suis pas certain. Mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'amuseurs publics qui vont venir, qui vont faire des petites activités. Ça se peut qu'il y ait des fusils à eau qui se mêlent de la partie. Donc, fait que s'informer en regardant la programmation, c'est pas La programmation est immense, donc c'est certain qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est ça. Mais c'est une bonne fin de semaine pour commencer les vacances, comme je vous ai dit. La fin de semaine de vacances. Je sais que le soir, il y a des spectacles à la Pergola. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est gratuit pour tout le monde? Ou... Oui. Ah oui? Oui, tout est gratuit vraiment dans ce festival-là. C'est le mot à retenir. Gratuité pour tout le monde. Oui.
Et donc, d'ailleurs- ça veut dire que si je veux apporter mon lunch, faire un pique-nique avec les enfants, je suis pas obligée d'aller approvisionner C'est à l'extérieur. Ben non. Ben on peut, c'est justement une belle activité à faire. On va voir les activités, il y en a toute la journée. Donc, vous apportez votre lunch avec les enfants, ils vont s'amuser. Et le soir, comme je l'ai dit, il y a des activités à thème. Donc, comme pour mentionner les spectacles, le 12-13 juillet, c'est la fin de semaine théâtre d'été. Il va y avoir un théâtre qui s'appelle Enfants de Molière et c'est la Ville de Laval qui a choisi cette pièce de théâtre-là dans un grand festival. Donc, ça devrait être très intéressant. C'est une pièce de théâtre d'improvisation dans la langue de Molière. Okay. Alors, c'est génial. 19, 20, 21 juillet, c'est le week-end village urbain. Donc, il va y avoir de la danse urbaine, hip-hop, des DJ qui vont venir. Ça va être assez chill, comme diraient les gens dans le milieu urbain. T'en as vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Ben oui. Fait que tu nous rappelles du 24 juin au 11 août, au Centre de la nature membre de Laval. Exactement. Et on se présente là pendant quelle heure? C'est vraiment toute la journée. Hein. Donc, si vous voulez y aller, je pense que c'est à partir de 10 heures, si je me rappelle bien. Mais durant la journée, il va y avoir vraiment des activités. Il y a des fois des cours qui vont se donner, par exemple, durant l'après-midi, des cours, par exemple, de swing. Et puis, le soir, on peut aller pratiquer, faire semblant qu'on n'a pas suivi les cours, aller impressionner tout le monde le soir. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Fait que pour avoir plus d'informations, on va sur le site de la Ville de Laval. Je te remercie. Bien, passe un bel été. Et allez vous amuser avec les tout-petits. Ça débute, comme on le disait tout à l'heure, 24 juin au 11 août au Centre de la nature de Laval. Lui est président des Fêtes gourmandes internationales de Laval et elle est porte-parole de la 3e édition qui aura lieu du 24 au 28 juillet prochain pour nous parler du concours Gagner à cuisiner destiné aux jeunes de 8 à 17 ans. J'ai le plaisir de recevoir Sabrina Totino et Eduardo D'Acosta. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Écoute, je me suis presque en faire juste ton nom de famille parce que j'étais parti en italien puis là, je m'en vais en portugais. C'est vrai, on a l'Europe au complet. Toi, c'est un peu d'espagnol aussi. Hein? Un peu d'espagnol, mais du français avec Rémi. Ah. Donc, on a toutes les couleurs de la nation. Comme les fêtes gourmandes. C'est ça, exactement. C'est ça, les fêtes gourmandes. C'est quoi? C'est les fêtes gourmandes, c'est plus de 120 exposants sur le même site qui est à la place Claude-Léveillé, à 2 pas du métro Montmorency. Et c'est tellement un rendez-vous. Il y a tous les pays sont là. Vraiment, tous les pays. Tu as la Jamaïque qui est là, le Portugal est là, tu as la France qui est là, tu as le Québec, l'Italie qui est là aussi. Puis d'ailleurs, avec l'Italie, cette année, notre porte-parole et la chef cuisinière, on n'appelle pas ça une chef cuisinière, la cuisinière, animatrice cuisinière, Sabrina, qui va aussi te parler du concours pour enfants cette année. J'aime ça parce que les enfants, ils aiment cuisiner, mais on a rarement la chance de... On est toujours poigné dans la vitesse, puis on fait les repas. Toi, tu as grandi dans une cuisine, et ce concours-là, c'est destiné aux jeunes de 8 à 17 ans. Oui, puis c'est le fun parce que les enfants, ils nous surprennent. Leur créativité et leur... moi, je pourrais dire, ça leur intéresse. Quelquefois, en tant que parent, on a peur de laisser les enfants autour des couteaux, surtout à l'âge de 5, 6, 7 ans, les fourneaux et tout ça. Mais donnez-leur confiance, laissez-leur aller. C'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelle activité ou sport, il faut laisser les enfants aller. Puis c'est très surprenant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un morceau de poulet, puis des légumes, des choses comme ça. Alors, je trouve que cette année, Eduardo a tout le temps eu l'idée avec les enfants de réunir... c'est un festival convivial, familial. Ça va être super le fun, intéressant. Je suis tellement excitée de travailler avec les enfants. Moi, j'ai des neveux, puis en cuisine, c'est comme des petits épicuriens. Ils connaissent de tout, mais de tout. Ils vont manger des huîtres, ils connaissent les... Oui, ils connaissent les mots. Élargir la palette des saveurs. Exactement. Il faut prendre le temps de montrer aux enfants que ça, c'est bon. Une aubergine, c'est mauve, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'on la mange, puis c'est ça le mot. Puis même pour donner des habitudes culinaires, pas culinaires, mais de plus saine alimentation. De saine alimentation. C'est super important. C'est facile de prendre un sac de chips, c'est plus difficile de cuisiner, mais il faut installer ce réflexe. Et nous, c'est la 2e année qu'on le répète, et cette année, on a eu un résultat l'année passée vraiment impressionnant. Et moi, le premier de voir notre gagnante de l'année passée... Elle avait quel âge? Elle avait 12 ans. Okay. Et de voir, c'est incroyable, mais c'est de voir aussi la confiance que les parents lui donnent, et elle s'en va là-dedans. Et cette année, ce qu'on a décidé avec Sabrina, c'est de
tourner ça d'une autre façon et de leur dire, vous allez nous faire une recette, mais dans cette recette-là, cette année, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir le fromage mozzarellissima. Attends un peu, je le connais pas, celui-là. C'est une mozzarella qui est faite par les produits Saputo. OK. OK? Alors, c'est un fromage qui est fait pour fondre. Alors, quand vous faites la pizza... Mais tous les fromages fondent, à ce que je cherche. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes qualités que la mozzarellissima qui a été faite. C'est une façon, c'est même la procédure qui ont fait ce fromage-là, la façon qu'ils font. Ils font plus, ils s'étirent, puis ils fichent pas. Tu sais, comme des fois, on aime... tous les fromages fondus sont bons, le goût est là. Oui. Mais tu sais, des fois, ils figent. Si on veut mettre du cheddar sur une pizza, tu peux le mettre, mais il va figer. Mais la mozzarellissima reste délicate, c'est un goût délicat aussi en ça bouche. Reste moelleux. C'est moelleux, puis ça fond super bien. Donc, on demande aux jeunes de 8 à 17 ans de faire une recette à base de mozzarellissima. D'ajouter de la mozzarellissima. Là, la quantité, c'est à eux de décider. Okay. Ça peut être un peu, ça peut être beaucoup, dépendant qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous allez faire une lasagne? Est-ce que vous allez faire un pâté chinois? Est-ce que vous allez faire... je sais pas... On peut faire des nachos? Des nachos, tout. OK. Il y a 3 groupes d'âge parce que les enfants... Parce que quand on vieillit, on cuisine différemment. Ouais. Donc, je vais le dire, le premier, c'est 8 à 10 ans. L'autre, c'est 11 à 14. Puis là, ensuite, c'est 15 à 17 ans. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut cuisiner n'importe quoi avec ce fromage-là ou il y a quand même des limites? Bien, vous pouvez faire de quoi? N'importe quoi, sauf peut-être un dessert, comme qu'on a fait. Un gâteau au fromage avec ça marche pas. Non, parce que c'est pas une crème. C'est crémeux, mais c'est pas... Et c'est pas un concours de dessert aussi. Non. C'est vraiment un concours, un repas principal qu'on veut vraiment voir avec les enfants. Ouais. Et pourquoi qu'on a décidé de faire ça? C'est pour ajouter une difficulté et pour pouvoir avoir tout le monde le même but de recette. Parce que l'année passée, il arrivait avec toutes sortes de différentes recettes et c'est difficile pour quelqu'un qui juge d'avoir un petit peu tout ça. Fait que là, dans le moment, quand il va tout arriver, et il y a toujours ce petit goût de fromage-là là-dedans. Et de savoir, c'est de savoir utiliser ce fromage-là. Alors, ils peuvent faire un petit test avant, vous voir comment ils font, la texture ça donne, voir, OK, peut-être si je laisse ça comme ça 5 minutes, comment ça va s'étirer, combien de quantité je peux mettre, pour pas que ça coûte trop le fromage. Mais la mozzarellissima, tu peux le mettre... Tu sais, la pizza, quand on mange la pizza, plus de fromage, plus c'est bon. Absolument. Ouais. Fait que les jeunes, ils font quoi? Ils se filment en train de cuisiner, c'est ça? Ils font une capsule vidéo? Tout le monde travaille avec des caméras. Ils font une petite capsule de vidéo, quelque chose de bien simple avec leur iPhone, n'importe quoi. Okay. Ils nous envoient ça à l'adresse que tu vas mentionner au bas de l'écran. Il y a aussi une preuve de résidence. Oui, ben oui. C'est... Photo. Oui, photo. Savoir que t'es vraiment un jeune. Aussi, on demande aux jeunes une autre chose. Attends, c'est... Ah oui, une petite lettre. De présentation. Expliquer la recette, quoi. Juste pour un petit texte disant pourquoi il aime cuisiner. Ça nous permet, nous, de connaître la personne qui cuisine avec nous. Ça nous donne un petit peu l'image de... La saveur de la personne. La saveur de la personne, tout à fait, si vous parlez de saveur. Fait qu'on répète le concours cette année. Sabrina va être là, puis elle va pouvoir, quand les enfants vont pouvoir cuisiner. Parce que n'oubliez pas, c'est une cuisine professionnelle. On a vraiment une cuisine qui est sur place, une vraie cuisinière. Oui. Tout est là pour pouvoir travailler. OK. Alors, une fois que vous avez votre vidéo, photo, preuve de résidence et fait votre petite capsule et tout ça, là, vous envoyez ça à 1837 Boulevard Industriel à Laval. L'adresse apparaît au bas de l'écran. H7S1P5 et à gagner, il y a une bourse de 500 $ et une participation dans une des émissions, entre autres La Route des saveurs à TVRL. Tout à fait. Fait que du 24 au 28 juillet, c'est un rendez-vous aux jeunes, mais aussi à toutes les familles pour les fêtes gourmandes internationales de Laval. Merci Sabrina, merci Eduardo. Bienvenue. Il est le frère de Mathieu. Il s'agit de Sébastien Paré, qui est copropriétaire avec son frère du service de traiteur Globetrotter. Je l'ai bien, là, ça va? Oui, exactement. Parce que vous vous ressemblez en même temps, là. Qui est le grand frère de l'autre? Moi, je suis le grand frère, Sébastien, puis Mathieu, le petit frère. Faut que tu m'expliques comment vous avez eu cette idée de faire un service de traiteur en offrant des viandes exotiques, dans le fond. Dans le fond, notre histoire est assez simple. C'est qu'en 2008, on a décidé on a essayé de réfléchir sur le fait d'avoir une viande exotique différente à offrir à notre clientèle. Puis les gens sont beaucoup curieux de découvrir des nouveaux plats. L'idée du kangourou est apparue autour d'une table, tout simplement comme ça. C'est quelque chose de cruel à manger un kangourou. Moi, c'est ce qui plie dans ma tête.
Pour certains, on nous demande, là, on nous pose beaucoup de questions à ce niveau-là, au niveau de la cruauté face au kangourou. Mais le kangourou en Australie, il y en a beaucoup. C'est comme pour ici, c'est comme le chevreuil, on pourrait dire. Il y en chasse, c'est une chasse encadrée. C'est toujours le kangourou roux qu'on chasse. Il y a à peu près 70 espèces de kangourous en Australie. Je savais pas qu'il y en avait pas Puis c'est qu'il y en avait seulement pas, ça. 3 sortes de kangourous qu'on chasse. Ça vient d'Australie, ce kangourou-là que vous apprêtez? Oui. Pas d'élevage au Québec, dans les Amériques. Bien entendu, il faudrait des clôtures très hautes pour pouvoir élever des kangourous. Parce que ça C'est saute. tout simple que ça, dans le fond. Là, vous faites aussi de l'alligator. Oui, Vous faites de la tortue. exactement. Mais là, vous apprêtez tout ça, c'est... Ouais. La manière qu'on fonctionne, dans le fond, nous autres, on a un chef cuisinier qui s'appelle Michel. Michel, nous autres, on fait les recherches. Moi et mon frère, on fait les recherches, on fait des consultations. On trouve de la nourriture exotique à l'extérieur, partout dans le monde. Michel, on lui amène la nourriture. Son mandat, c'est de nous apprêter cette nourriture-là. Pour que ça soit mangeable. Pour que ça soit mangeable, exactement. On la partage beaucoup dans le cadre des événements. Globetrotter se promène dans les événements du Québec. Puis Globetrotter, il propose aux gens de soirées thématiques, des soupers exotiques. Il propose aux gens également que ça peut être de la corporative, plusieurs types de soirées. OK. Puis on mange de tout, là. Vous apprêtez... Qu'est-ce qu'on mange, entre autres, si jamais je veux Oui. faire appel à vous autres, puis je vais étonner mon monde, là? Oui, certainement. Qu'est-ce qu'on mange, entre autres, c'est surtout... c'est sûr que notre cheval de bataille, c'est beaucoup la viande de kangourou. On a l'alligator, on a la tortue, on a le chameau. Oui, chameau, le dernier festival au Fête gourmande internationale à Laval, on a fait un michoui au chameau. Très vendeur, les gens ont apprécié, ça donnait un beau show. Ça goûte quoi? Le chameau, c'est plus comme c'est une viande rouge. C'est des goûts différents. C'est dur de la comparer avec ce qu'on offre ici sur le marché. Puis la réaction des gens quand ils mangent ces viandes-là pour la première fois de leur vie, souvent, c'est quoi? Parce que c'est comme, ouais, j'en veux plus. Ou, Bien, je vous dirais que les gens au Québec sont très curieux. Quand ils voient la nourriture, tout dépendant c'est quoi, si c'est des insectes, les gens peuvent être un petit peu plus réticents. Ouais, parce que vous faites des insectes. Oui, exactement. Mais les gens finissent toujours par goûter. C'est toujours comme une première fois dans leur vie. Probablement, ça va être la dernière fois de notre Comme vie. sauter en parachute. Exactement. Ça peut être ça aussi. Je vais l'essayer, mais Ouais. je vais le faire juste une fois. Oui, c'est en plein ça. On peut faire appel à vous. On peut vous appeler, voir justement Globetrotter. Oui, Globetrotter qui se déplace dans les événements, puis Globetrotter, un service plus personnalisé dans des soirées exotiques. OK, 514-247-0870, 247-0870 dans le 514. Et sinon, www.globetrotter.ca. On va goûter à ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir. L'été est enfin installé, nos boissons préférées à la main, les barbecues entre amis, pourquoi pas, c'est merveilleux. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est les kilos qui s'accrochent à nous. Notre prochain invité nous livre les secrets de la perte de poids. Allô, Maxime. Bonjour, Isabelle. Pour le spécifier, Maxime, tu es docteur en activité physique Oui, j'ai une maîtrise en nutrition et un doctorat en sciences d'activité et physique. tu as été mon coach personnel. Oui, j'ai eu ce privilège-là, si on peut dire. Alors, pour spécifier, c'est une des personnes qui me l'a fait le plus suer. Alors, Maxime, si on veut perdre du poids, on connaît tous les 3 P, on abolit les 3 P. J'imagine que tu vas me dire que c'est totalement faux. Bien, c'est que les gens, quand on parle de perte de poids, ils ont souvent des idées très, très spécifiques, comme les 3 P, où il faut faire ça, il faut faire 20 minutes d'entraînement. Puis ils perdent la perspective globale de c'est quoi leur réalité face à une perte de poids. OK. Dans un premier temps, là, les gens sont souvent pas du tout conscients de leur réalité et de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Du poids qu'ils ont à perdre? Moi, je suis Ça consciente que j'ai un 5 à perdre. Bien, c'est une chose, mais par exemple, les gens ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'ils mangent, ne sont pas conscients de leur habitude et ne sont surtout pas conscients de leur activité physique. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font sur 24 heures. OK. Par exemple, je te demande, là, aujourd'hui, combien de minutes d'activité physique tu as fait entre le moment où tu t'es levé et l'heure du midi? Mais si tout le monde te répondrait, j'ai rien fait à date, je peux dire que j'en ai fait. Bien, monsieur, madame, tout le monde vont dire j'ai rien fait parce que ils n'ont pas été au gym, ils n'ont pas fait de tapis roulant. Mais par contre, ils se sont levés, ils ont marché, ils ont fait du ménage, ils ont été au travail. Mais ça, c'est de l'activité physique. Et ça, c'est super variable d'une personne à l'autre. Ça veut dire que toi et moi, on peut aller au gym 3 fois semaine,
Puis on peut faire une quantité d'activité physique complètement différente dans notre journée parce que toi, tu travailles, tu as des choses à déplacer, puis moi, ben je travaille pas, je suis couché chez nous puis je fais rien. OK, mais comment on fait pour prendre conscience de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas? Il y a 10 ans, j'aurais pas eu de réponse à ça. Puis aujourd'hui, ben il y a plein d'outils maintenant qu'on peut utiliser qui sont super le fun puis qui sont de plus en plus accessibles. Meilleur exemple, c'est le petit appareil que je porte au poignet. Ah, avant, c'était à l'entour du bras? Ben, avant, c'était plus cher, c'était à l'entour du bras, puis c'était moins cute. Non, c'était pas cute. Maintenant, ben, il y a des petits bracelets qui se portent comme ça. Puis, ça nous permet d'avoir de l'information sur notre niveau d'activité physique. Est-ce que la caméra le vient? Bon. Ouais. Fait que ça... Là, il ne faut pas qu'il voit le chiffre, parce que j'ai pas bougé beaucoup aujourd'hui. Fait que ça va calculer le nombre de pas que tu fais dans Ben, une journée? ça va encore plus loin que le nombre de pas. Ce que ça fait, c'est que ça va mesurer les accélérations. Ça veut dire que si je mesure juste les pas, que je marche ou que je cours, ça va donner la même chose. Par contre, les accélérations, si je cours ou si je marche, bien, la course va me donner plus d'accélération parce que c'est une activité physique plus intense. Et le petit appareil va le capter. Fait que c'est avec le rythme cardiaque, en fait. Même pas. C'est voyons. vraiment indépendant. C'est juste les accélérations, comment tu bouges. OK. Fait que tu peux être bien énervé, avoir les fréquences cardiaques bien élevées. Mais si tu bouges pas, le petit appareil va dire « t'es tranquille ». OK, mais ça, c'est pas tout le monde non plus qui peut se procurer ça, là. Bien, je te dirais de plus en plus, parce que ça, c'est disponible sur Internet. C'est très user-friendly, là, ça s'utilise, là, tu le clips. Le plus difficile, là, c'est de choisir la couleur puis la grosseur. OK, parce que ça vient dans des variantes de couleurs. T'es contente, hein? Là, je suis contente. Ça veut dire le rose, peut-être pour mes dames, ou le mauve. Bien, c'est ça. Donc, il y a différentes options là-dessus, donc ça, c'est intéressant. Puis le prix, un accéléromètre, il y a quelques années, c'était 1 000 l'unité. Maintenant, on s'en tire pour 130, 140, 150 OK. Fait que du moment où on a ça, qu'on connaît notre activité physique, si tu as des petits trucs à me donner. Bien, le truc, c'est quand on est conscient, justement, de ce qu'on fait, ça veut dire que moi, j'ai un chiffre. L'appareil va me donner une unité, me dire que je bouge. Mettons que ça me dit 3000 unités d'activité par jour. Si, sur une semaine, mon poids demeure stable, puis que je fais en moyenne 3000 unités sur l'appareil, ça veut dire que je bouge autant que je mange. Donc, après ça, ce que j'ai à faire, c'est continuer à manger à peu près la même chose, puis dire mon 3000 par jour, je veux qu'il augmente. Donc, au lieu de prendre l'ascenseur au travail, on prend l'escalier. Exactement. Puis là, on va le savoir, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils le font. Mais ça va nous le dire. Ça va dire, oui, effectivement, tu me dis que tu as pris les escaliers, là, mais tu as fait 1000 unités de moins aujourd'hui. Fait que tu as peut-être pris les escaliers, mais tu es resté assis 2 heures de plus après. OK. Puis l'avantage, c'est que tu as une rétro-information. Tu appuies sur le bouton, puis tu sais ce qui se passe. OK. Est-ce que ça calcule aussi les temps de repos que tu as? Non, c'est vraiment une mesure en continu, ça s'additionne. Donc, c'est de minuit à minuit, ça va additionner vraiment tout ce que tu fais, tous les mouvements qui vont être enregistrés par l'appareil. Fait que si jamais mon horaire ou mon emploi du temps ne me permet pas de bouger nécessairement un peu plus, je le fais déjà, selon moi, le maximum, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. J'y vais dans ce cas-là au niveau de l'alimentation. Bien, si on se rend compte c'est impossible pour nous d'augmenter le score sur l'appareil, à ce moment-là, effectivement, la solution, ça va être de réduire nos apports. Mais ça aussi, il faut être conscient, c'est-à-dire qu'il faut avoir une idée de ce qu'on mange pour être en mesure de dire si on mange moins ou si on mange plus. Donc, se fier à des perceptions uniquement quand on mange. Il y a beaucoup de gens qui se fient uniquement à leur appétit. S'ils ont plus faim, c'est qu'ils ont mangé à leur faim. Okay. Mais c'est plus complexe que ça, à la faim. Ce que tu vas me conseiller, ça va être de manger des petits repas plusieurs fois dans la journée ou de prendre un bon dîner, un souper léger? La première chose, ça va être vraiment d'avoir une idée de la quantité totale de portions qu'on prend sur une journée. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Ça nous permet de quantifier. Après ça, selon les individus, on peut chercher à répartir. Il y a des gens que faire 6 repas dans la journée, ça marche pas parce qu'à chaque repas, ils ont tendance à manger un petit peu trop. Il y en a d'autres que faire 3 repas, ils ont faim en milieu d'après-midi, donc c'est préférable à ce moment-là de morceler puis de couper. Donc ça, c'est pas une règle de dire il faut faire 6 repas, il faut faire 3 repas ou 2 repas. L'important, c'est d'avoir une idée de ce qu'on a besoin sur la journée. Okay. Puis après ça, on le répartit selon notre horaire puis selon notre appétit. Écoute, Max, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis désolée, mais si tu as à me dire un petit conseil vite, on va boire un petit peu plus d'eau ou... Qu'est-ce qu'on doit éliminer vraiment tout de suite de l'alimentation pour perdre un poids? Le plus simple, malheureusement, l'été, c'est toute boisson qui contient de l'alcool ou du sucre qu'on a tendance à prendre en très grande quantité au lieu de l'eau. Ça, c'est clair que c'est des calories qui rentrent et qui se stockent facilement. Bien, merci beaucoup. Ça fut vraiment court, tellement intéressant. J'aurais eu plein d'autres questions. Fait que bougez plus, mangez mieux. On évite un petit peu l'alcool. On peut tricher quand même, c'est l'été. On passe au prochain bloc. Merci. Merci. De nos jours, on n'y pense pas trop, mais quand on ouvre le robinet, l'eau qui en coule provient d'endroits absolument essentiels et fascinants. Et pour nous parler d'un de ces endroits,
la centrale hydroélectrique de la Rivière-des-Prairies, notre chroniqueur H2O, Jean-Luc Bouchard, qui a été visiter l'endroit. Oui. Quelle sorte d'endroit que c'est, justement? Bien, une centrale, tu l'as dit, hydroélectrique, donc c'est Hydro-Québec qui gère ça. Je voulais juste vous situer pour être sûr qu'on ne parle pas de filtration d'eau, mais bien d'hydroélectricité. C'est ça, c'est pas la même chose. Et- L'eau est traitée avant. Bien, en fait, l'eau coule de la rivière des Prairies, OK. de la rivière Saint-François à la source. Puis, ben, en fait, la centrale qui est là, c'est une petite centrale, il faut le dire, par rapport à tout l'éventaire des centrales qu'Hydro-Québec a. Ça reste impressionnant. C'est une petite centrale, on parle de... Je ne sais pas si tu connais la centrale de Beauharnois, Oui. qui est aussi... Bien sûr, mais c'est énorme là-bas, là, non? C'est énorme. C'est sur le fil de l'eau. C'est le même principe, c'est sur une rivière, sauf que c'est 5 fois plus long. C'est 1 kilomètre de long. Ici, c'est environ 200 mètres pour la centrale dont je vous parle de la rivière des Prairies. Puis ça alimente quoi en électricité, cette petite Ben, centrale-là? quand même, pas rien. Je dirais un bon quartier, c'est 5-6 000 résidences. Ah, quand même! Ouais, ben, ça alimente le réseau, en fait, puis on compare ça à 5-6 000 résidences environ. Comparaison avec la centrale Henri Bourassa, la plus puissante du Québec, c'est 100 fois moins puissant. Donc, ça Mais nous c'est donne une idée. beaucoup plus vieille centrale, je pense. 1929, c'est une des premières centrales, en fait, du réseau qui appartient maintenant à Hydro-Québec. Et c'est pas rien parce que, bon, il y en a eu quelques-unes qui ont été construites en même temps. Au départ, on avait la centrale qui est vraiment celle qu'on voit, puis il y avait une autre construction pour les crues des eaux, pour s'assurer que le niveau soit toujours maintenu, Pour empêcher les débordements, quoi. empêcher les débordements ou faire monter le niveau aussi si on a besoin. Cette partie-là a été remodelée un peu. C'est pour ça que c'est pas le même style, là. Si vous vous demandez en voyant la centrale à Rivière-des-Prairies, bien voyons, ça a l'air d'être fait dans les années 70. C'est parce qu'effectivement, c'était pas fait en C'était fait dans cette 1929. Donc, on commence la visite là. On commence au centre d'interprétation de la centrale. Fait qu'on rentre directement dans la centrale? Oui, c'est ça? bien, on rentre. En fait, nous, on a fait l'erreur de descendre en voiture dans le chemin réservé aux camions. On nous a reviré de bord assez vite. Donc, on stationne sur la rue, on descend à pied dans le centre d'interprétation. Et là, il y a un guide qui est là pour nous présenter comment l'histoire de la centrale d'abord, comment l'hydroélectricité fonctionne, plus une comparaison avec d'autres centrales au Québec. Donc, on commence une demi-heure là pour bien nous expliquer tout ça. Et après ça, c'est la visite, officiellement. Donc, on met un casque. L'animateur va mettre son micro parce que c'est extrêmement bruyant. Nous, on met des petits C'est des écouteurs. turbines, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Il y a 6 groupes turbines alternateurs dans la Quoi, c'est centrale. des électrogènes? C'est-tu à l'électricité que ça roule, ces affaires? Ou c'est ça qui fait l'électricité? Oui, bien, c'est ça, en fait. Comment? Je vais vous expliquer ça Oui, c'est en ça. gros, là. C'est très coloré dans la centrale. Habituellement, c'est vert hôpital. Eux, ils se sont dit ça va être jaune, ça va être bleu, ça va être rouge. Donc, on rentre là, c'est quasiment une centrale de clowns, à peu près. Puis, c'est bien guidé. Très festif, hein? Donc c'est déjà mieux pour les visites pour les enfants. Puis l'eau rentre par des canaux, des conduites vers la turbine. La turbine avec les Ok, hélices, on les peut hélices, s'imaginer c'est là, que ça fait Et c'est ça qui génère l'électricité? presque. Donc ça, Comment presque? ça, c'est attaché à l'alternateur. L'alternateur, il y a un rotor et un stator. Le rotor, c'est ce qui tourne, ça Oui. le dit. Le stator, c'est ce qui est statique. Donc jusqu'à là, ça va bien. Ça va. Donc, Je te suis. la turbine fait rouler le stator. Il y a des aimants partout autour. Et c'est ça qui produit l'électricité? Oui, parce que le stator, lui, il bouge pas, mais il y a plein de cuivre Ah. dedans. Les aimants qui tournent, le cuivre qui reste fixe. Et c'est ça qui fait que la magie arrive, là. L'électricité est produite. Mais c'est-tu impressionnant être là? C'est-tu le fun? Oui, c'est impressionnant. Je m'attendais pas. Une petite centrale, comme je l'ai dit, 100 fois moins puissante que la plus grosse au Québec, 30 fois moins que Beauharnois. Ça reste immense. Ça reste vraiment grand. On rentre là, je pense que c'est 4-5 étages de haut facilement. C'est des gigantesques portes, là, des grosses grilles qui datent de 1929, j'imagine, ou à peu près. Et donc, on rentre là, on visite dans un corridor spécifique, là, évidemment, pour notre sécurité. Mais quand même, on nous fait visiter des choses que je pensais pas qu'on nous ferait visiter. On nous fait descendre dans le sous-sol pour voir le mécanisme rotor-stator. Est-ce qu'on entend l'eau tout le temps? J'imagine que oui. On entend une espèce de gros bruit sourd, très puissant, constant, je te dirais. Puis ça, c'est aussi une chose qui est importante dans l'hydroélectricité. Il faut que tout le mécanisme là, de rotation pour produire l'électricité, tout ça doit rouler à la même vitesse partout au Québec pour tu vois. s'assurer que nos machines fonctionnent comme il faut. OK, pour pas qu'il y ait des pointes C'est ça. au niveau de l'électricité. Il disait un exemple, si on branche une horloge sur une puissance qui est une vitesse de rotation qui est moins rapide, l'horloge va être oui. moins rapide. OK. Mais dis-moi, une fois qu'on a fait cette visite-là à l'intérieur de la centrale, est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter autour? Bien, on nous sort de la centrale. Après ça, on nous fait promener sur le système pour les crues des eaux. Mhm. Donc, ça, c'est aussi assez impressionnant. Moi, je pensais que c'était là que ça se passait, mais non, pas pantoute. L'électricité n'est pas produite là où il y a les chutes d'eau qui passent à travers le système de crue. C'est vraiment juste pour contrôler l'eau. Donc, on voit ça. Ensuite, on sort de là. Puis, un autre
À côté de la centrale, ben, dans l'eau toujours, il y a un corridor qui a été construit pour les poissons. Ah ouais? Pour s'assurer qu'ils puissent remonter le fil de la rivière sans se faire prendre par les turbines. Ah ben oui, c'est vrai. C'est une espèce de corridor qui est fait pour eux, un genre de labyrinthe pour qu'ils puissent s'échapper. Est-ce qu'on peut faire des pique-niques sur place? Y a-tu ce genre de... Il n'y a pas vraiment d'installation pour rester là. On fait la visite, puis après ça, il faut quitter les lieux. On s'en va. Plus ou moins. Ben, ça reste quand même une visite d'1 heure. Donc, on n'a pas le temps de... Ça niaise pas, là. Okay. Dans le sens qu'on fait une bonne visite. Ça coûte quelque chose? C'est gratuit. C'est gratuit, Tout en ça, plus. c'est gratuit. C'est du mercredi au dimanche, du 24 juin jusqu'à la fin de l'été, du lundi au vendredi à partir de maintenant jusqu'au 24 juin. Ça va de quelle heure à quelle heure, à peu près? Allez voir sur le site Internet, il y a plusieurs heures disponibles. hydroquebec.qc.ca/visiter. EZ. Toutes les informations sont là. OK, bien, c'est une belle suggestion de visite à faire. Il y en a plusieurs centrales qu'on peut visiter comme ça à travers le Québec, mais celle-là est à côté de nos portes. Donc, merci, Jean-Luc. merci. Notre chroniqueur cinéma nous fait voyager dans le temps, dans le futur et dans le passé. Nicolas Vincent Poirier, bienvenue sur la terrasse. Bonjour, ça va bien? Oui. Donc, tu nous parles d'un film qui vient à peine de sortir, The Purge, La Purge. Oui, exactement. Le film qui se passe en 2022 aux États-Unis. Et ce qui est bien, l'histoire est vraiment excellente. C'est avec Ethan Hawke qui interprète le rôle principal. Ethan Hawke et... Qui était dans Moulin Et Rouge. comment elle s'appelle? Lena Headey qui interprète le rôle de sa femme. Et ça se passe en 2022 aux États-Unis. Quelque chose s'est passé. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a une loi qui est arrivée et 12 heures par année, les gens se lâchent lousse. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police. Plus de règles. Plus de règles, absolument pas. Et ça s'appelle la purge. Et c'est dans le but justement que les gens sortent le méchant qui est en eux. Ils peuvent aller tuer, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent juste pas utiliser des armes de destruction massive, ce genre d'affaires-là, mais sinon avec un gun, un couteau, tout est permis, il n'y a aucune limite. Et seulement 12 heures par année à une date précise. Et ça, il n'y a plus de Partout sur la criminalité. planète ou juste aux États-Unis? Uniquement aux États-Unis. Et grâce à ça... Ben oui, je pose la question, là. Et grâce à ça, bien évidemment, il n'y a plus de criminalité. Tout le monde est heureux. L'économie a monté comme ça se peut pas. Et c'est l'histoire d'une famille très à l'aise financièrement. Le père est interprété par Ethan Hawke qui vend justement des systèmes de sécurité pour justement cette fameuse journée-là, la purge. Et finalement, bien, lorsque ça commence, il y a un homme qui est blessé, qui marche dans la rue, qui cherche de l'aide, et son fils décide de le laisser rentrer dans la maison. Et là, il y a une gang de voyous qui arrivent et qui disent, bien, laissez-le sortir parce que c'est notre droit en tant qu'Américains de le tuer, puis c'est ce qu'on veut faire. Parce que là, on est dans la journée de la purge. Là. C'est ça, on est dans la soirée ça, de la purge. Et si vous ne le laissez pas sortir, bien, on a le droit, on va juste défoncer la maison, puis on va tuer tout le monde dedans. Alors, moi, c'est une idée que je trouvais vraiment intéressante, mais qu'est-ce que le réalisateur en a fait? C'est plus ou moins intéressant. Assez vite, il y a une panne d'électricité, donc le film se passe avec une flashlight. C'est éclairé à la flashlight, la caméra shake un peu. Donc, ceux qui veulent aller au cinéparc... Comme Projet Blair, un peu? Oui, c'est ça, on pense à ça. Un petit peu, mais ça se fait beaucoup maintenant, des caméras qui shake un peu avec l'éclairage, avec une lampe de poche. C'est bien pendant un certain temps, mais pendant comme la moitié du film... L'image, elle doit être... Ça doit donner mal au cœur, en plus. Un petit peu, oui. Puis surtout, si on veut aller le voir au cinéparc, comme j'ai expliqué l'autre jour, le cinéparc, l'image est un peu plus sombre. Donc, c'est vraiment plus difficile. Donc, c'est pas un film à aller voir au cinéparc. Tu étais le voir au cinéparc, toi? Oui, c'est ça. J'ai été le voir au cinéparc. J'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Fait que ça a déconseillé, le cinéparc, pour la C'était à déconseiller. Pour le cinéparc, c'est le film Insaisissable, le film là, sur la magie qui est encore à l'affiche. Insaisissable, là, tu dis? Insaisissable, c'est ça. Qui est avec, mon Dieu, je ne me rappelle plus des noms, celui qui a joué dans le film Social Network. Ah, lui, Jesse... Quelle question ai-je posée? On continue. En tout cas, pour venir au film La Purge, c'est un film qui a performé très bien au box-office. On parle de 36 millions de recettes pour 3 millions de budget. C'est un bon ratio, ça. C'est très bon. Puis surtout, le sortir maintenant entre deux titans du box-office, Fast and Furious et le nouveau Superman qui sort la semaine prochaine. Il n'y a aucune compétition, donc il est arrivé au numéro 1. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Je suis persuadé, mais ce ne sera surtout pas en cinéma. On va être capable de les regarder sur Internet, de les louer en Blu-ray. Bientôt, je suis sûr, mais on verra plus ça au cinéma. Tu le cotes combien? 1,5 sur 5. Oh là là! Oh, pas fort. Parce que le popcorn est meilleur que le film. Hein? C'est ça, oui. Parce que la base est vraiment intéressante. Mais ce qu'ils en ont fait au bout de la ligne, c'est tout du réchauffé.
c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. OK. Et pour ma suggestion Blu-ray, Oui. je vous suggère le film Dick Tracy. Ben, tu OK, dis c'est- Blu-ray, mais ça peut être DVD. Là. Moi, je suis pas Blu-ray, encore rendu DVD. DVD. Moi non Je suis pas encore rendu Blu-ray. Je suis encore DVD. Ça date de 1990. C'est un film qui a été un petit peu oublié, mais si on prend la peine de le regarder, c'est un film qui vieillit tellement bien. Parce que, bon, ce film qui a gagné des 3 Oscars avec le maquillage, les effets, les décors dans le film. Et c'est visuellement magnifique parce que le réalisateur, ce qu'il voulait en faisant ce film-là, c'est que ça allait un look, les couleurs soient un peu comme dans la BD. Donc, il a limité le nombre de couleurs et la plupart des décors, c'est des décors faits intérieurs. Chaque image a été retouchée. Visuellement, c'est très beau et je pense que ça vieillit mieux même que Terminator 2 qui a gagné un Oscar 2 ans après. Pour les Moi, effets spéciaux. j'en ai regardé un dernièrement. Je ne sais pas en quelle année il était fait, mais avec mon garçon. Et je vous recommande, avec les tout-petits à la maison, E.T. extraterrestre. Ah, ben oui. Ah ben oui, ça Vraiment. vieillit, Classique. ça vieillit toujours bien. Dick ça. Tracy, c'est Madonna, non? Oui, tout à fait, c'est Warren Madonna. Beatty. Warren Beatty, Al Pacino aussi. C'est vrai, il était dedans. Il était dedans, mais ça, il est pas reconnaissable. Et ce qui est drôle, c'est que Warren Beatty, qui était un gros fan des bandes dessinées, ce qu'il voulait, c'est que chaque personnage soit comme dans la bande dessinée. De là, il y a trop de make-up sur un peu tout le monde. Et pour être sûr que les gens, il n'y a pas de problème avec le make-up, il y avait des gens qui étaient engagés durant la production. Ils s'appelaient les make-up police. Et eux autres, leur seul job, c'était de surveiller les acteurs avec ben du make-up pour s'assurer qu'ils ne mangent pas des pâtes ou n'importe quoi pour tacher leur maquillage. Puis ce que j'aime de ta suggestion, c'est que c'est des films qui coûtent pas cher à louer. Exactement, Hein, oui. Parce que c'est pas des films actuels. C'est quoi, c'est les années 90, ça, Dick Tracy? Ça date de 90, Dick Tracy. Wow, quand même, le temps passé. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, Nicolas. Côté make-up, là, elle t'a manqué aujourd'hui. Tu trouves? Cette semaine, notre chroniqueuse, Martine Larose, la chanceuse, s'est rendue à Saint-Jacques-de-Montcalm visiter une charcuterie artisanale. Monsieur Roffi est un passionné de charcuterie et c'est de père en fils. Aujourd'hui, à la chronique On goûte, on le rencontre et il nous dévoile ses secrets. Monsieur Roffi, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est depuis 2006 que vous avez l'entreprise ici? Oui, bien, on a un petit peu voyagé dans tout ça. Là, c'est le troisième endroit où on produit. Et vous êtes passionné de charcuterie et c'est de père en fils que la passion s'est passée, c'est bien ça? Bien sûr. Mon père avait une entreprise, puis quand j'avais des congés d'école, mais j'allais travailler avec lui. Donc, ça fait plus de 35-40 ans que je suis 40 ans que je suis dans le métier. Alors, si on compte toutes mes années d'adolescence, quoi, là, où j'étais là-dedans. Et puis... On se trouve dans votre lieu de travail ici, au Frigidaire. De là, pourquoi mon foulard? Parce qu'il fait très froid. Vous êtes habitué, j'imagine, à cette température-là. Et vous faites quoi? Vous prenez les pièces les parties du cochon. Oui. Comme là, en arrière, on peut voir, c'est la fesse, je pense. Si on a des fesses de porc. Et vous faites quoi comme travail au niveau des étapes? Bien là, on est à l'étape où est-ce qu'on l'a parée. On va la saler. On va la saler, la pomper de saumure. Et elle va rester là 24 heures. Et ensuite de ça, on va la transformer, on va la désosser, on va la remettre en moule pour faire des jambons. Et combien de sortes de viande on peut faire avec le cochon entier? Ah, je dirais pratiquement à l'infini parce qu'on peut tout transformer. Il y a tellement de variétés de possibilités de faire de recettes. Quand on regarde la tête, on la désosse, on fait du fromage de tête. Il y en a qui... En France, on cuit les pieds pour faire des pieds panés. L'estomac, on fait de l'andouillette, de l'andouille. On fait les flancs, on fait les bacon. Mettez-en, là, on lâche pas. Puis moi, dans le saucisson, bien là, il y a plein de... Oui, ça, vous, c'est votre spécialité un peu, c'est le saucisson. Vous en faites plusieurs sortes. C'est ça. Je fais surtout de la rosette de Lyon. Qu'est-ce que c'est exactement? La rosette de Lyon, c'est un saucisson français, typiquement français. Qui est simplement poivré, sel, poivre, le minimum d'épices, et qui est séché, qui a été maturé, là, fermenté, séché. Ça. Au bout de 3-4 semaines, c'est bon à être consommé. Et au niveau de les recettes de saucisson, justement, que vous allez, est-ce que c'est vos propres créations ou d'année en année, à force d'en faire, on est dit, mais je vais essayer je vais essayer des tentatives? Bien, au départ, je suis parti avec les recettes de mon père, OK, qui étaient bien établies.
Puis après, de là, on a commencé un petit peu à faire des variétés, comme avec... on a fait une rosette au fromage bleu, on a une autre avec des champignons forestiers. Là, on a fait un nouvel essai, c'est un saucisson à la cendre. À la cendre. On est en train de sortir tranquillement, là. Puis il y a peut-être d'autres possibilités encore qu'on n'a pas vérifiées, là. Les possibilités sont très larges. Oui. Et depuis 2007, vous avez fait une association avec un partenariat au niveau de la ferme pour avoir des cochons qui sont certifiés biologiques? Bien, pas tout à fait. Moi, je travaillais avec Cochons sans façon, OK, qui, lui, a quand même des cochons qu'on dit santé, là, qui sont nourris aux grains, qui n'ont pas d'hormones de croissance, d'antibiotiques, tout ça. Et maintenant, ils s'en vont chercher la reconnaissance bien-être animal. Alors, ça va aider aussi sur le côté de... Qu'est-ce que c'est, cette reconnaissance-là? Bien, cette reconnaissance-là, c'est bon. Bien-être animal, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des enclos plus fermés, les animaux vont être un peu plus libres. Je connais pas tout à fait la norme. C'est lui qui a commencé à m'expliquer qu'il allait changer un petit peu sa porcherie là, pour la rendre un peu plus... C'est une meilleure qualité de viande, j'imagine, étant donné le mieux-être de la bête. C'est ça. Une fois que vos pièces sont transformées, vous avez plusieurs places où vous les distribuez pour qu'on puisse en consommer? Ben oui. Un petit peu partout, surtout dans les épiceries fines autour de Montréal. Un petit peu partout en région. Là, on est en train de travailler là-dessus. Là. Bien, merci beaucoup, M. Roffy. On vous souhaite bon succès dans votre art de la charcuterie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les ornithologues et les entomologistes seront ravis de cette chronique puisqu'on parle des plantes qui attirent les colibris et les papillons. Bonjour Louise. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on revient sur le sujet un peu de la semaine dernière puisqu'on avait bifurqué vraiment sur nos plantes exotiques. Alors, tu nous as apporté une diversité de plantes aujourd'hui, mais est-ce que c'est tous pour attirer les colibris ou les oiseaux en général? J'en ai amené pour attirer les colibris surtout. J'ai amené un beau fuchsia, une plante que pas mal tout le monde connaît, c'est une annuelle. Non, moi, je la connais pas. Ah non! J'espère qu'à la maison, je suis pas la seule. Non, c'est très connu. C'est une plante qui est utilisée plus pour la mi-ombre, qui attire vraiment les petits colibris. Alors, on peut l'utiliser en panier suspendu, en pot, en mélange. C'est une plante assez performante et très jolie. Est-ce qu'on peut l'installer dans le racaille? Bien, c'est une plante à part tombant. Alors, c'est préférable de l'utiliser en pot ou en panier suspendu quand c'est suspendu. Ça a un beau part tombant. J'ai apporté également le Lonicera, qui est une variété de plantes grimpantes. Qui commence à être de plus en plus connue. C'est une plante très performante et vivace, qui fait partie des chèvrefeuilles et qui contient une belle petite fleur et qui vraiment attire vraiment les colibris. OK, la fleur, présentement, est au maximum. Hein? C'est comme en clochette ou... Oui, exactement. Il y a différentes teintes également. Là, j'ai amené du jaune, mais on peut avoir des teintes qui sont deux couleurs, bicolores. Il y a du orangé, du rose, qui est une plante vraiment couvrante, qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur. On peut atteindre jusqu'à 4 à 5 mètres de hauteur et en largeur aussi. Donc, tu pourrais la faire monter sur ta cheminée? Oui, tout à fait. Sur une clôture, même sur un treillis pour faire un écran avec le voisin. Et en plus, avoir des beaux petits colibris sur notre balcon, là, ça serait une bonne alternative. Ce qui attire, en fait, le colibri, c'est la fleur qui est colorée en tant que telle ou bien c'est la plante? C'est la fleur qui va attirer vraiment là, le nectar, qui va attirer le nectar, qui va attirer le colibri. OK. Alors, par la suite, si on parle, mon Dieu, ça me fait penser aux familles italiennes, mais sans chez les Italiens, tu as cette fleur rouge-là qui est le géranium. Qui est le géranium, oui. Bien, j'ai apporté un mélange pour montrer qu'on peut faire des mélanges justement pour favoriser, pour attirer les colibris, les papillons, les insectes pollinisateurs. Alors, j'ai apporté ici un mélange ici de l'antenna, qui est une fleur annuelle qui est vraiment, vraiment performante et très odorante, je vais te la faire sentir.
Ça sent un peu... Oups! Elle est très fragile. Non, pas vraiment, je l'ai mal prise. Oui, ça sent un peu la clémentine. C'est quand même très odorant, puis c'est très performant. C'est une plante peu exigeante, qui est vraiment arbustive, qui a des belles coloris, c'est des belles couleurs. Il y a du jaune, du orangé. Et ça, est-ce que cette fleur-là en particulier, est-ce que ça attire les abeilles? Ça va attirer les abeilles, mais il faut penser aussi que les abeilles, c'est très important pour la pollinisation. Alors, il faut penser que c'est l'insecte qui reproduit les fleurs. Alors, il faut la favoriser. Il ne faut pas avoir peur, penser qu'on va mettre un panier. Pas nécessairement parce qu'on va mettre un panier qui va avoir plus d'abeilles, sauf que les abeilles, c'est très important pour l'environnement. Donc, si on en a à la maison des abeilles et qu'on n'a pas nécessairement de fleurs, si on veut les éloigner de nous, on est peut-être mieux de se procurer un pot comme celui-ci. Oui, ça peut être une solution et c'est très important pour l'environnement. OK, parle-moi de la petite rose ici. Ça, c'est un Calibrachoa qu'on appelle plus dans le nom commun des million bells. On va plus utiliser le nom commun des million bells. C'est une petite fleur à part retombant qui aime beaucoup le soleil, très florifère et qui va attirer aussi les papillons et les colibris. Bien, en parlant de papillons, moi, mon garçon adore la chasse aux papillons. J'en ai pas à la maison. J'ai des sauterelles, j'ai des fourmis, mais j'ai pas de papillons. Alors, si je veux des papillons, je dois planter ce genre de fleurs-là en pot? Bien, vous pouvez utiliser soit en pot ou aussi dans les vivaces. Il existe plein de variétés de vivaces qui attirent plus les papillons que d'autres. Il y a l'arbre à papillons, le but de Léa, que j'ai apporté tout près là-bas, qui est une vivace très performante pour attirer. Oui, tout à fait, à l'extrémité. Est-ce qu'il fleurit? Ça fait une magnifique fleur, un peu comme une grappe de fleurs mauves qui va monter en hauteur. On l'a en arbuste, on l'a en vivace. On appelle ça, son nom commun, c'est l'arbre à papillons, justement. Okay. Mais le nom latin, c'est un but de Léa. OK, puis ensuite, si tu me parles du gros... Ici, c'est un Weigela, qui est un arbuste très économique, performant, belle fleur, qui va attirer beaucoup les colibris. Il y a plein de variétés. L'idée, c'est d'aller dans des centres jardins spécialisés. Exactement. On va vous conseiller quelle plante utiliser parce qu'il y a plein de variétés qui vont attirer les papillons et les fleurs. Merci beaucoup, Louise. C'est un plaisir. Excellent conseil. Alors, si vous voulez... amusez vos tout-petits ou occupez vos tout-petits à la maison, bien, vous savez quoi faire dorénavant. Alors, merci. On passe au prochain bloc. D'habitude, on attend ce moment avec impatience, mais aujourd'hui, je dois avouer que c'est quand même une certaine expérience qu'on va vivre. Une petite réserve, hein? Petite réserve, mais c'est ça, que voulez-vous? Avant, Éric, excuse-moi de te couper, mais les techniciens ont vraiment fait une demande pour qu'on en laisse. Oui, c'est vrai, parce que l'équipe technique, souvent, finit les assiettes qu'on ne finit pas. Et bon, on vous a gardé pas mal de choses, les gars, vous allez être quand même assez contents. Donc, je vais demander à Mathieu, c'est bien ça, Mathieu, de venir représenter ça. Moi, je les mélange tous les deux, Mathieu, Sébastien, mais là, on regarde si c'est beau. Alors, la soupe à la tortue. Chef. Oui. Oui, la soupe à la tortue, noix de coco, wrap à l'alligator, ainsi qu'un merveilleux Skippy Burger. Au kangourou. Au kangourou. Veux-tu commencer? Bien, on fait pas le drink de monsieur. Ah, t'es vite encore, hein? Moi, je suis... Elle est vite en retard, tout ça. OK, ben oui, pourquoi pas. Tiens, justement, lui aussi va avoir son assiette. Merci. Le cocktail que tu nous prépares, Sébastien? Oui, le cocktail s'appelle le cocktail Urulu. On commence par prendre de la glace, on met dans le verre. On prend du rhum brun, environ 1 once. Une bonne once? Oui. Exactement. Mais moi, tu peux en mettre pour faire passer la nourriture, on met du vin blanc. Ça, c'est un cocktail australien? Oui, exactement. Ouais. Vin blanc et rhum, hein? C'est particulier. C'est particulier. Pas mal, oui. C'est un drink directement de l'Australie. Ouais. Et tu l'appelles comment, ton drink? Le drink Urulu. Uluru. Uluru. Comme la montagne en Australie. OK, ben, tu m'apprends qu'il y a une montagne qui s'appelle comme ça. Mais moi, je savais qu'il y avait des kangourous. Ensuite, on ajoute du jus d'ananas. Skippy. Et pour finir, un peu de sirop pour donner la couleur. OK. Et voilà. Ça, t'auras pas de misère à prendre ça. Non? OK, mais il faut que tu prennes d'abord une bouchée du Skippy Burger, OK? On y va-tu comme ça? Il m'en devait une, hein? Ben non, mais c'est parce que... quelques années. Parce que moi, je vais manger la soupe de tortue aussi. Tu vois? Alors, j'y vais. Vas-y, ben c'est de la viande rouge, là. T'as déjà mangé ça, un morceau de steak? Ouais. Oh, crime. T'as des bonnes dates, toi, hein? Tu te bats avec Skippy? Hey, on n'a pas de serviette de table, OK? Mais il faut que tu te lèches les doigts si c'est le fun. Arrête! Puis, c'est-tu bon? Honnêtement, à la maison, c'est délicieux. OK. Je peux pas... OK. Alors, vas-y avec la soupe de tortue. Fait que moi, j'y goûte, puis je vais vous décrire, si je suis capable, là. C'est quoi qu'il y a là-dessus? Ça, c'est du persil, hein, c'est ça? Oui, exactement. OK. C'est un morceau de tortue.
mais je fais des farces, là, mais c'est vraiment très bon. Attendez un peu, là. C'est-tu supposé de... C'est de la viande, là. On est malhabile un peu, hein? Non, non, c'est très bon. Ouais, vous pouvez également utiliser votre cuillère si vous voulez. Ça peut peut-être faciliter le... C'est moins chic faire ça de même. Mais tu vois, attends un peu. Mais c'est bon. Fait que là, tu craques dans le... Tu craques, oui, tu croques dans le craquant. Mais toi, Oui, tu peux en manger, là? exactement. Je voulais voir vos réactions. OK. Oh, mais Mais c'est bon. honnêtement, Ouais, c'est bon. bien. C'est très bon. Ouais. Ouais. Moi, je vais prendre le wrap à l'alligator. Ah, ça, je suis content que tu le prennes parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais manger. Très bon. C'est bon? Oui. C'est poissonneux, hein? C'est ça? C'est ça qu'Éric me disait? C'est plus style reptile. C'est pas poulet poissonneux. C'est dans une famille... C'est parce que moi, je mange pas de reptiles, tu comprends? Puis le drink, fais-nous la description. Mais oui, pendant je suis que la seule qui a un barre. drink. Il est bon en tabarouette aujourd'hui. Je vais le vider. Tu vas me donner un livre à la fin de l'émission? Décris-nous un peu parce que... Vraiment? Pour vrai, là, c'est quand même assez léger. Là. Même si tu as mis un bon pourcentage d'alcool, le vin blanc, le rhum, moi, je suis pas fervente de rhum, mais je vous dirais que tu le goûtes pas. C'est pas ce qui te revient. Je sais pas si c'est la liqueur de cerise. Là. Mais la soupe de tortue, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la noix de coco dedans. Ça adoucit, c'est sucré, c'est bon. Sucré, c'est crémeux, c'est très bon. Puis la viande en tant que telle, ben, c'est pas... on pourrait confondre ça avec n'importe quel autre genre de viande, un peu. Exactement, oui. Et le burger, sincèrement, j'ai déjà goûté de la viande comme ça. Si on dit pas que c'est du kangourou, On peut pas... on sait pas. Effectivement. Vraiment, là. Fait que, mais il y a aussi d'autres recettes qui préparent, comme du phoque, de l'autruche. Oui. On va faire également du piton, du loup marin, comme vous avez dit, le phoque. On a du chameau. On aime bien cuisiner le chameau. On l'apprête régulièrement en michoui. Très intéressant comme viande. OK, mais pas tout le chameau, c'est une broche, là. Non, on prend pas tout le chameau sur le bras. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était plus au niveau de la jambe du chameau. Une section de la jambe. Une cuisse de chameau. Oui, exactement, oui. OK. Globe-Trotter, si vous voulez surprendre vos invités. Ton dessert, Éric? Oh, j'allais l'oublier. Attendez un peu. Alors, 514, t'es vraiment fine. Je t'aime, toi. 247-0870, 247-0870 ou le site Internet globetrotter.ca. Bois pas trop, toi. Faut que tu prennes le volant après. Tu te boucher pour papa, tu te boucher pour maman. Je te laisse aller. Moi, je fais la diète. OK, décris-moi ce que je m'apprête à manger, là. Ici, c'est des télémbrions avec crème glacée comme accompagnement. Crème glacée à la vanille. Exactement. OK. C'est croquant. C'est croquant? Sucré salé. Je sais pas. C'est pas mauvais. Tu le boucher? Ça va être oui, donc. Juste une. non, Tiens, prends-en au moins une. Ah ouais. Ah ouais. Goûte-y. Au moins, tu auras goûté ça au moins une fois dans ta vie, là. Bon. Si vous avez des questions, des choses à nous dire, vous pouvez passer par... Puis, tu vas-tu être malade? C'est correct. Vous pouvez passer par notre page Facebook sur la terrasse. Sinon, nous écrire à info@tvrl.ca. Et comme je l'ai dit, Globetrotter, c'est globetrotter.ca si vous voulez vous voir retenir leur service. Et vous allez être là aux fêtes... Fête gourmande internationale de Laval. Allez manger là, un burger au kangourou, il est vraiment bon, par exemple. T'en veux-tu une autre petite bouchée? Non, là, Éric, ça va être correct. Ça va être OK, il manque juste qu'il bouge, là, puis moi, le fini est fini. C'est tout mort. C'est des insectes morts. T'as mangé des insectes morts. OK, ça fait le tour de notre émission pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, profitez bien de votre terrasse. Ah oui, donc. Non, ça va être correct, Éric. Non, je t'adore, ça va être correct. Bon, ça, la soupe de tortue. Ah oui, donc. C'est bon, ça.